Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une pathologie neurologique qui demande vraiment toute notre attention, la méningite. Imaginez scénario, on arrive, la personne a mal à la tête, très fort, de la fièvre, elle est peut-être un peu confuse. Qu'est-ce qui se joue et comment on réagit? Oui, c'est une situation potentiellement très sérieuse. La méningite, pour rappel, c'est cette inflammation des méninges, les membranes qui protègent le cerveau et la moelle épinière. Bien comprendre ce qui se passe, c'est essentiel pour une bonne prise en charge. Justement, face à ces signes qui peuvent être assez impressionnants, qu'est-ce qui cause cette inflammation? C'est quoi les origines possibles? Alors, il y a principalement deux grands types de causes. D'abord, les méningites bactériennes. D'accord. Celles-là sont souvent très graves. Elles sont dues à des bactéries comme le méningocoque ou le pneumocoque. On les voit plus souvent chez les enfants et les jeunes adultes, disons moins de 25 ans. Et le point crucial pour nous intervenants? C'est la contagion. Elles sont contagieuses par contact direct avec les sécrétions. Pensez au bouche à bouche ou même au risque pendant une aspiration ou une intubation si on n'a pas mis de protection. La personne malade peut contaminer son entourage, et nous aussi. D'accord, ça c'est un point essentiel pour notre sécurité. Et la deuxième catégorie, ce sont les virales, c'est ça? Exactement. Les méningites virales, elles sont plus fréquentes et, disons, en général moins sévères. Souvent, elles sont une complication d'une maladie virale assez banale, la rougeole, les oreillons, ce genre de choses. Moins graves, mais est-ce qu'elles sont contagieuses aussi? Alors, la méningite virale elle-même n'est pas contagieuse directement, comme ça, de personne à personne. Par contre, attention, le virus qui est à l'origine de la méningite, lui, peut l'être. Et comme sur le terrain, on ne peut pas faire la différence, Et il faut se protéger systématiquement. logique. Tout à fait. Alors justement, pendant le bilan, on a les signes généraux, mal de tête intense, fièvre, vomissement, la nuque raide. Qu'est-ce qu'on doit chercher d'autre, de plus spécifique? Oui, il faut être attentif à d'autres signes. Par exemple, une sorte d'intolérance à la lumière. On appelle ça la photophobie. Ah oui, la photophobie. La personne ne supporte pas la lumière. Parfois aussi, elle se met spontanément sur le côté, toute recroquevillée. C'est la position en chien de fusil. Mhm. Et puis, il y a le signe qui doit vraiment nous alerter. Celui qui signe une extrême gravité. C'est le purpura fulminans. Le purpura fulminant. Oui, ce terme revient souvent. Il signifie urgence absolue, c'est ça. Pouvez-vous nous décrire ce que c'est exactement? Absolument. Le purpura fulminans, ce sont des petites taches rouges ou plutôt violacées qui apparaissent sur la peau. Le test classique, c'est d'appuyer dessus avec un verre transparent. Si la tache ne disparaît pas, c'est très suspect. Et qu'est-ce que ça signifie, ces taches? En fait, ça correspond à du sang qui sort des petits vaisseaux sous la peau. C'est dû à la dissémination des bactéries dans le sang, ce qu'on appelle une septicémie, et à leurs toxines. Ça indique une infection bactérienne très grave qui évolue très vite. C'est une urgence vitale immédiate. D'accord, donc rechercher ce purpura, c'est vraiment une étape clé du bilan. Indispensable. Indispensable, oui. Alors très concrètement, on est sur intervention, on suspecte une méningite. Quelle est la conduite à tenir pour l'équipe D? Bon, la priorité numéro 1, c'est notre protection. Lunettes, gants, bien sûr, manches longues et surtout le masque FFP2, au minimum. C'est pour se protéger de la transmission par gouttelette ou aérosol. Très clair. Et ensuite, pour la victime, si elle n'est pas en détresse vitale immédiate. Alors, si son état respiratoire le demande, on met de l'oxygène. Sinon, on lui fait porter un masque chirurgical à elle. Ça limite la dispersion des germes si c'est bactérien. D'accord. Et pour l'évaluation plus poussée? L'étape vraiment cruciale, déshabiller complètement la victime. Il faut chercher ce purpura partout, sur tout le corps, c'est non négociable. Même si ça prend un peu de temps? Exactement. Et pendant ce temps, on surveille de très près la conscience, la respiration, la circulation. Tout. Si on trouve du purpura, là, il y a des actions spécifiques. Lesquelles? Il faut compter les lésions, les taches, et on les entoure avec un stylo sur la peau. Ça permet de voir si de nouvelles taches apparaissent, si ça s'étend. Et on prend la pression artérielle toutes les 10 minutes. C'est très important. D'accord. Compter, cercler, surveiller la tension. Et bien sûr, Et bien sûr, on contacte la régulation médicale, sans attendre. On précise bien, suspicion de méningite, et s'il y a du purpura ou non. C'est une info capitale pour le médecin régulateur. et l'entourage. Oui, ne pas oublier de leur conseiller de consulter un médecin traitant assez rapidement, par précaution. Parfait. Et après l'intervention, une fois la victime à l'hôpital, alors là, c'est le protocole habituel, mais renforcé. Désinfection rigoureuse du matériel et de l'ambulance, la cellule sanitaire.
On suit la procédure désinfection simple. Et très important aussi, s'assurer que l'info remonte bien au médecin d'astreinte départemental via le CO10, pour le suivi et les mesures éventuelles autour du cas. Ok. Donc, pour résumer, face à une suspicion de méningite, vigilance maximale, reconnaître les signes clés, la raideur de nuque, la photophobie et surtout l'alerte absolue du purpure à fulminant. Se protéger soi-même et suivre une conduite à tenir très méthodique. C'est exactement ça. La rapidité de l'alerte à la régulation et la qualité de ce premier bilan, notamment la recherche du purpura, sont déterminantes pour le pronostic de la victime. Chaque minute compte. Voilà un point essentiel sur la prise en charge des méningites. Pour que tout ça devienne un réflexe, n'hésitez pas à relire les fiches et les procédures de votre référentiel sur les détresses neurologiques et spécifiquement sur la méningite. Et surtout, entraînez-vous. En simulation, à reconnaître ces signes, à appliquer les mesures de protection et la conduite à tenir. C'est vraiment la répétition qui ancre les bons gestes. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.